La poésie, c'est quoi? La poésie, ça vous rappelle dans un premier temps les années au collège où les notes que vous obteniez étaient complètement aléatoires, dont le but c'était d'identifier et d'interpréter certains textes écrits par des auteurs littéraires qui sont complètement prêchés par l'éducation, sans savoir pourquoi, avant même d'avoir un avis des élèves. Le problème de cela, c'est que les notes, elles sont obtenues de manière presque stochastique. Et pour les élèves, c'est impossible de déterminer quel est l'élément de corrélation qui permet d'expliquer le résultat. Ça provoque donc une grande frustration et une grande incompréhension de l'intérêt qu'il y a pour cette matière, qui paraît hasardeuse, et dont les élèves ont l'impression de ne pas avoir les repères. On va donc, dans un premier temps, changer la définition de ce qu'est la poésie, pour pouvoir comprendre quel est son intérêt, quels sont les facteurs permettant d'expliquer les résultats, et donc permettant de mieux comprendre le sens qu'il y a derrière. Donc la poésie, en fait, c'est un moyen d'expression dont les principaux outils sont la prosodie et la double articulation. On va voir ce que c'est que la prosodie et la double articulation. Donc la prosodie, en fait, c'est l'étude des phénomènes variés qui sont étrangers à la double articulation. Donc la double articulation, c'est quoi? C'est le radical et la désinence. C'est tout simplement le mot en lui-même, ce qu'il signifie et ce qu'il est. Alors que la prosodie, ça va être des éléments du coup externes au mot en lui-même, c'est-à-dire le discours, la mélodie, la durée. Généralement, on va parler d'accent dynamique, d'accent d'intonation et de durée. Ensuite, il va y avoir les figures de style. Les figures de style, c'est de la signification qui est mise dans une certaine manière d'exprimer. On va avoir par exemple l'anaphore, le pléonasme, la personnification, la métaphore, la litote. Toutes permettent d'exprimer quelque chose d'une certaine manière qui va accentuer, qui va transmettre un sens précis. Par exemple, dans la personnification, le sens peut être de décrire les émotions qu'on ressent pour quelque chose qui n'est pas humain, à l'instar de ce qu'on pourrait ressentir pour un humain. Si vous voulez, c'est un peu comme euh, le paraverbal, vous savez, dans l'expression d'un individu à un autre. Il n'y a pas que la parole, il y a aussi les gestes qui sont faits. Et ce sont des éléments externes qui améliorent deux choses. La compréhension qu'aura votre interlocuteur de ce que vous dites, à savoir plutôt la précision de ce qui est dit, et aussi le débit d'information, puisque vous pouvez rajouter de l'information dans des éléments externes au vocabulaire qui vont améliorer euh, la vitesse dans laquelle vous transmettez des informations. Tous ces éléments qui vont permettre l'expression, ça va permettre de condenser justement l'expression dans des textes très petits, ce qui augmente, si vous voulez, la puissance du mot, c'est-à-dire le nombre d'informations par mot. Et c'est ce débit qui va augmenter le sentiment d'intensité, en partie. C'est-à-dire, c'est une variation élevée entre la puissance habituelle d'un mot versus celle dans la poésie. Ce décalage qui est créé, il va vous provoquer un sentiment d'étonnement. Et c'est donc l'objet même de la création d'un sentiment d'origine lyrique. La définition du lyrisme, c'est pas communément ça, mais c'est une des conséquences des formes lyriques communes. Et en fait, je voudrais que la définition du mot lyrique s'oriente davantage vers cette idée-là, à savoir le sentiment qui est créé par la variation de l'utilisation de certaines choses relativement simples et d'origine artistique, telles que la précision des mots. Dans la poésie, il y a une notion de contrainte. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, et vous serez non étranger à notamment l'idée d'avoir des vers, d'avoir des rimes, d'avoir un certain nombre de syllabes, tels que les alexandrins, les figures de style, etc. Et on pourrait se dire que, en fait, la quantité euh, de moyens d'expression, enfin les contraintes, vont réduire la capacité des gens à exprimer ce qu'ils veulent dire. Mais en fait, ça n'est pas vrai. Les gens expriment toujours la même quantité d'informations. D'ailleurs, c'est un phénomène qui est observé, si vous voulez, dans le débit de parole. Des personnes qui vont vouloir transmettre plus d'informations vont vouloir parler plus vite. Et c'est pour ça, par exemple, que les Japonais qui transmettent moins d'informations par mot
vont devoir parler davantage et donc parlent plus vite. En fait, donc, les contraintes, elles agissent, si vous voulez, comme des murs sur lesquels l'artiste, en fait, il peut rebondir pour exprimer ses idées. Un faible nombre de murs, ça va augmenter la capacité à utiliser ces différentes contraintes et ça va les surdévelopper. C'est exactement comme le phénomène d'un aveugle qui aurait une meilleure ouïe que quelqu'un qui a tous ses sens. C'est tout simplement parce que il doit s'adapter pour réaliser les mêmes tâches et pour cela, il a donc besoin d'augmenter ses facteurs, sachant qu'il a perdu un facteur, à savoir la vue. Le but de la poésie, c'est du coup de décrire de manière très poussée des émotions très singulières, très complexes. Et en fait, ces émotions, c'est simplement la conjonction d'une quantité élevée de sens, donc décrite par des mots avec une grande précision, qui n'ont pas en fait de définition à proprement parler dans le dictionnaire. La puissance des mots, c'est-à-dire l'information contenue dans les mots, elle est importante parce qu'elle va réduire la grandeur d'une définition. Si vous voulez, un poème, c'est comme une large définition d'un sentiment. Et si ce poème dure 40 pages, le débit d'information est trop faible et n'est pas pertinent vis-à-vis de la quantité d'émotions qu'on veut faire ressentir en lisant le texte. La puissance alors ressentie, elle est proportionnelle en fait à l'étonnement de la non-existence d'un mot pour décrire la sensation dans laquelle on se reconnaît. C'est un état intime dans lequel on se pensait relativement seul et qui n'est pas décrit par l'académie, mais qu'un autre a su exprimer. Et en fait, la reconnaissance de ces émotions par des semblables permet alors de vivre intensément ces mêmes émotions. Maintenant, ce qui m'intéresse, puisque je vais toujours rajouter un peu de politique dans tout ça, c'est comment est-ce qu'on devrait évaluer la poésie. Fondamentalement, je pense qu'il n'y a pas, que c'est vraiment pas une discipline qui est faite pour être évaluée, et que ça c'est un des gros problèmes. Parce que quand il y a une évaluation, c'est-à-dire un résultat, on va essayer de déterminer quel est le facteur qui vient jouer sur ce résultat. On vient essayer, si vous voulez, de déterminer ce qu'on appelle les composantes indépendantes qui vont jouer sur le résultat. C'est-à-dire peut-être que Y c'est X plus B, voilà, plus C fois un certain facteur, etc. Et donc, pour expliquer ce résultat, on va essayer justement de résoudre cette équation. Sauf que comme ça a une grande interprétabilité, c'est-à-dire que l'interprétation qu'on va avoir d'une poésie, elle est représentée par une courbe gaussienne avec une grande variance. Les chances pour lesquelles l'interprétation soit fausse est finalement assez élevée. Ça veut dire que si la poésie doit être notée par plusieurs professeurs, les notes vont changer drastiquement si les professeurs ne peuvent pas se consulter. Donc finalement, la seule manière d'évaluer la poésie d'une manière objective, ça serait de répéter un grand nombre d'occurrences de notes, de notation. C'est ce qu'on pourrait appeler l'intelligence, c'est une des formes d'intelligence collective dans laquelle on pourrait soumettre une poésie à plein d'individus qui n'ont pas le droit de se parler et qui doivent noter sans connaître les notes des autres. Ça nous donnerait en fait une note relativement proche de la réalité, puisque c'est le principe d'intelligence collective, et aussi de réduction du hasard par le nombre de répétitions sur une courbe gaussienne. Donc finalement dans l'éducation, elle devrait être juste simplement discutée avec les élèves pour comprendre quels sont les éléments qui ont été mis en place par les élèves, afin de donner des outils et des idées pour augmenter, si vous voulez, la caisse à outils de ces différents élèves. La subtilité, c'est quelque chose qui est difficile à saisir. Si un élève a un taux de subtilité plus élevé que le professeur dans un certain cas, le professeur ne peut pas le noter dessus. En fait, l'intérêt de la subtilité, ça augmente et ça améliore la compréhension, mais pour les gens qui sont capables de la saisir. Et elle est primordiale dans le développement d'un individu. Comprendre la subtilité, comprendre les nuances et comprendre, si vous voulez, les informations dissimulées, c'est important pour pouvoir interagir de manière intelligente. Voilà, pour terminer, en fait, je dirais que la poésie, pour moi, ça a le don de transformer n'importe quelle émotion en une beauté lyrique, d'une précision interprétable par ceux qui auront la subtilité de comprendre ce qui est dit. C'est donc très fort et ça
ça transforme des émotions en beauté, et si vous voulez, c'est ça le lyrisme, c'est transformer n'importe quelle émotion, n'importe quelle chose en une émotion forte de beauté. Elle joue en fait sur un effet de groupe, de reconnaissance, et ça intensifie ces événements émotionnels, tout simplement. C'est le fait de savoir que d'autres personnes ressentent les mêmes émotions que vous, décrites de manière très subtile, et ce mélange, si vous voulez, ce mélange d'outils provoquant des sensations, enfin des émotions, c'est ça en fait tout simplement la poésie, et c'est ça qui rend l'émotion qui est créée pertinemment intéressante. Enfin c'est hyperbolique, mais tout simplement intéressante. Je me suis donc prêté au jeu et je vais vous lire un poème que j'ai humblement écrit. J'ai un faible niveau, mais j'aimerais bien l'améliorer par la suite. N'hésitez pas à le commenter d'ailleurs. Allez, c'est parti. Ô bel idéal Conoé, ouvre-toi, laisse-nous entrevoir, tristement nuancés, tes voiles pulvérulents tachés de Rorschach, diagnostiquant les sombres inquiétudes opaques, trahissant l'hibernation qui durerait des mois, ternissant depuis bien trop longtemps mon pavois. Battant à contresens, il cède face au vent, il est à reculons vénérant son passé, émerge alors progressivement son aîné, posé sur la feuille d'un rouge verdoyant. Époustant à son tour la craie déposée, ses ailes expérimentent un tout autre gradient, modèle séduisant, ô combien plus puissant. Il s'enivre donc au cocktail fort coloré, oublie son teint jadis gris rendu Rubicon, cachant son envergure autrefois malmenée, pour laisser place à la confiance de son ton. La nature, toujours vigilante, nous guette, débusque les démarqués bien trop enjoués. Il ne faudra pas longtemps pour que vienne le tour du papillon aveugle de sa récente beauté, piqué sauvagement par le bec du vautour. Regrette-t-il sa stratégie si peu efficace? Les autres là, contemplant sa stupidité, oubliaient alors leur situation cocasse. De leur courte vie gravée, ils ne brilleront que des couleurs ternes qui les saliront. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'essaie de faire un nouveau format un peu moins brouillon, un peu plus clair, et dont les idées vont intéresser davantage de personnes. Je pense que la poésie aujourd'hui, c'est malheureusement un art qui va disparaître, de par la perte de la subtilité, la perte du vocabulaire. Moi, je veux pas du tout faire d'élitisme. Le vocabulaire, c'est quelque chose qui est très déterminé par notre entourage et l'intérêt, l'environnement qu'on a eu quand on s'est développé. C'est quelque chose qui donc a été favorisé par les élitistes pour créer des différenciations avec ceux qui ne le sont pas. En dehors de cela, c'est surtout une forme de développement de la compréhension. Et pour moi, toute forme de développement de la compréhension a sa place dans la société pour former des individus qui sont capables de réfléchir davantage et d'exprimer leurs idées avec des moyens nouveaux. Et donc voilà. Si vous voulez, quand on n'a qu'un seul outil pour s'exprimer, si on pense qu'il n'y a que le vocabulaire et le sens derrière les mots, on rate une grande partie d'expression et on va perdre beaucoup de temps à exprimer ses idées, alors qu'on peut exprimer de manière un peu plus subtile, c'est-à-dire dont la variation de compréhension, d'interprétation va augmenter, mais dont la rapidité, c'est-à-dire le débit, va augmenter également, et donc on pourra transmettre plus d'informations à la minute. Et ça, malheureusement, c'est important, on ne peut pas tout décrire de manière analytique. Les émotions en font partie parce que les émotions sont très complexes, ce sont des conjonctions de beaucoup d'éléments, et décrire un à un tous ces éléments n'est peut-être pas si pertinent que cela. La poésie, ça crée, comme on en a parlé, des fonctions réutilisables, comme le spleen de Baudelaire, qui réfèrent à des émotions qui ont été décrites de plein de manières différentes. Et si vous voulez, le nombre, la quantité de poésie qui décrivent un même sentiment, même si leur variation d'interprétation, il y en a un, va être différente, la multiplicité va augmenter la précision de la courbe de Gauss. Tout simplement, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si le format vous plaît. Et puis ciao tout le monde.